Bonjour à toutes et tous. Merci, ça va merci d'être présents pour ce dernier focus. On va terminer avec la présence de 5 étudiants, 5 anciens étudiants. Il y en a un qui va arriver dans pas longtemps, il s'excuse. Anciens étudiants du Master Management des organisations culturelles de Dauphine. Donc le focus va se passer en 2 parties. Dans un premier temps, Madi Sengaremoe, Emmanuel Bertrand Renaud et François Martin, pardon. Moi j'inverse les noms. François Martin, donc, qui sont tous 3 issus de la formation continue du master, donc la formation professionnelle. Ils vont présenter leur mémoire et ils vont être interrogés par Marion, du coup, et peut-être Alexandre Hamzaoui s'il arrive bientôt. Et dans un second temps, ça va être, les rôles vont s'inverser. Ça sera Marion et Alexandre qui présenteront leur mémoire. Donc eux, ils sont issus de la formation initiale du master. Et ce que j'ai pas dit, c'est que les mémoires de la formation continue sont tous en lien avec le thème de la journée, les droits culturels. Ceux de la formation initiale, pour le coup, c'est pas directement en lien, mais Marion t'en dira peut-être un peu plus tout à l'heure. Voilà, à l'issue de l'échange, vous pourrez poser des questions. Il y aura une dizaine de minutes consacrées à ce moment-là. Et puis à l'issue de ce focus-là, on pourra vous retrouver en salle 2 pour un pot. Voilà. Donc merci beaucoup. Tous devant. Donc bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Donc on va directement entrer dans le vif du sujet. Je vais commencer avec une première question en guise d'introduction. Donc vous avez tous les 3 travaillé sur une question similaire, donc les droits culturels, et celle de la participation plus particulièrement, mais appliquée à des domaines différents. Donc est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi de travailler sur ce sujet-là et quelles sont vos conclusions en la matière ? Oui, alors moi je me suis intéressé à la programmation participative dans les salles de spectacle vivant. Et pour être honnête, à la base, je dois être un petit peu tordu, mais je me suis intéressé à ce sujet parce que j'avais des gros doutes sur comment est-ce qu'on arrivait à faire participer du public dans des choix de programmation. Et je me disais, est-ce qu'il n'y aurait pas un peu de démagogie là derrière ? Est-ce qu'il y a vraiment un fond concret à cette question-là ? Et plutôt que de partir sur un sujet de mémoire où j'étais déjà conquis d'avance, c'est un parti pris. Et ça m'a beaucoup intéressé parce que justement, je suis tombé sur des gens vraiment passionnés. Je suis allé voir 3 institutions qui ont essayé d'initier ces démarches-là. J'ai fait le choix d'en choisir une chez qui ça a raté parce qu'ils avaient fait une grosse campagne de communication sur ce sujet-là en disant qu'ils allaient faire participer des donateurs qui allaient faire des dons dans une campagne de financement. Et puis ils ne sont pas allés au bout de la démarche. Donc ça m'intéressait de savoir pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas allés au bout de la démarche. Et en fait, ils ne sont tout simplement pas allés au bout de la démarche parce que ça interroge vraiment la gouvernance de la structure, ce genre de démarche. Et du coup, les dirigeants, au dernier moment, ont freiné des cas de fer parce que voilà, c'était leur petit précaré, la programmation, et qu'ils n'étaient pas prêts à lâcher ça. Et les 2 autres structures, donc c'est la Bobine à Grenoble qui a monté une organisation où ils font participer vraiment les publics dans tous les choix de programmation sur toutes les activités qu'ils font. Donc c'est une structure très complexe qu'ils ont mis en place, qui est hyper intéressante et surtout dans laquelle ils se sont assurés que personne ne pouvait prendre le pouvoir, en fait. Parce qu'ils ont eu des gros soucis au sein de leur organisation sur les salariés, quelle est la place des salariés, si c'est tous les bénévoles qui font les choix de programmation, quelle est la place des salariés au final dans cette structure. Donc ils ont réfléchi pendant très longtemps pour mettre une organisation en place qui est très intéressante. Et puis le dernier, c'était la faïencerie à Creil, où eux, c'est au sein d'une commission jeune qu'ils ont fait appel à de la programmation participative. Donc cette commission jeune, ils leur proposent beaucoup d'activités différentes, toutes en mode collaboratif, coopératif. Et en particulier sur un comité de programmation qui a le choix de 2 spectacles par an au sein d'un festival qui est dédié aux adolescents. Donc en fait, ils sont partis du principe qu'eux n'étaient eux-mêmes plus adolescents, qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui intéressait les adolescents, qu'ils ne voulaient pas forcément se mettre à leur place.
Et donc, ils ont fait appel à des adolescents pour faire un comité de programmation. Et chez eux, ça a tellement bien marché qu'ils ont intégré 2 personnes de ce comité de programmation dans leur conseil d'administration. Voilà ce que je peux dire sur la participation. Moi, donc, j'ai travaillé également sur la question de la participation, mais j'ai travaillé directement sur la participation de militants à la conception d'expositions dans des musées de société. Je me suis intéressée à cette question parce que moi, je savais que je voulais travailler sur les musées. Et les musées ont un énorme pouvoir symbolique, un énorme pouvoir dans leur discours, dans le déploiement du discours. Les musées ont une vocation à, quelque part, écrire un peu l'histoire nationale, à écrire un peu l'histoire régionale, à expliquer des choses. L'histoire de l'art, elle n'est pas neutre non plus. La manière dont on va présenter l'histoire de l'art a énormément d'impact sur la représentation des gens, du monde. Donc la manière dont on va concevoir des expositions, la manière dont on va parler d'un artiste, la manière dont on va parler de son œuvre, elle dit quelque chose de ce que nous fait passer... elle donne un message en fait à la société et ce pouvoir symbolique il est toujours détenu au musée et de manière assez verticale et sauf du coup à l'exception faite justement des musées de société qui portent vraiment un message de participation, de co-conception, de collaboration avec les populations. Et donc je voulais m'intéresser à la manière dont cette institution, dont ces institutions, parce qu'on ne peut pas vraiment en parler au singulier, ouvraient leurs portes à des gens qui avaient envie de concevoir des expositions, avaient envie de faire passer peut-être d'autres messages. J'en suis venue assez naturellement à des... Donc j'ai travaillé sur 3 expositions. L'une au Mucem à Marseille, qui était cette année, qui s'appelait Barvalo. Qui était une exposition consacrée aux communautés romani, gitanes, tziganes et manouches et sinti. Le Musée national de l'histoire de l'immigration, dont l'exposition est actuellement en cours sur l'immigration asiatique en France. Et dans une moindre mesure, le musée du Quai Branly, qui accueillait l'année dernière l'exposition Songlines, des aborigènes d'Australie, et donc qui sont des expositions qui ont été soit conçues intégralement par les communautés, donc c'était le cas de Songlines, qui a été créé intégralement par les communautés aborigènes australiennes à leur demande, avec le Musée national de Canberra, et donc qui était en itinérance ici en France. Et Barvalo, qui avait un modèle très particulier, où en fait ils ont fait un conseil d'experts, constitué de 20 personnes qui représentaient différentes communautés, romani, donc manouches, gitanes, sinti, tziganes. Et donc ces expositions-là, elles ont des modèles en fait de gouvernance qui sont très différents. Le Musée national de l'immigration, lui, a fait appel à une exposition collecte, en fait. Donc, ils ont fait appel aux communautés asiatiques de France pour donner des objets, en tout cas prêter des objets. Et donc, moi, je m'intéressais à qui étaient ces experts, qui étaient ces gens à qui on faisait appel, comment le musée était entré en contact avec eux, parce que ça, c'est pareil, ça dit beaucoup de choses, en fait, sur qui a le droit de parler au musée et qui n'aura pas le droit de parler au musée pour le moment, et comment on leur donne la parole. Si je devais faire une conclusion, c'est qu'il y a énormément de volonté de la part des acteurs de terrain, notamment les conservateurs, parce que ce sont les conservateurs que j'ai rencontrés qui ont fait ces travaux de lien avec les communautés. C'est pas leur métier. Et c'est compliqué. Et donc ça met très longtemps. L'exposition Barvalo, elle a mis 9 ans à être créée, ce qui est un temps long pour une exposition. Normalement, on est sur du 4 ans. C'est des expositions qui ne coûtent pas nécessairement plus cher, mais parce qu'elles posent la question de on va financer les experts ou pas. Et à l'heure actuelle, les experts ne sont pas financés. Donc ça veut dire qu'on donne la parole, ok, mais on ne va pas reconnaître le travail de ces gens, ça demande un énorme investissement de leur part. Ils ne sont pas habitués au langage muséographique, ils ne savent pas comment fonctionne un musée. Et donc il y avait quelques déconvenues entre les experts et les équipes du musée. C'est compliqué en interne à mettre en place. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une volonté de le faire. C'est inscrit aussi un peu dans l'ADN des musées de société. C'est dit dans les PSC, donc qui sont les feuilles de route des musées pour plusieurs années, qui sont des documents très officiels.
Derrière, par contre, les moyens mis en œuvre, c'est vraiment compliqué. Les acteurs de terrain ont été très directs là-dessus, c'est-à-dire que vraiment, ils regrettaient d'avoir peu de moyens mis à disposition et pas forcément le savoir-faire pour faire fonctionner des groupes de gens très hétérogènes, les mettre d'accord, les asseoir autour d'une table et créer ensemble une exposition. L'exposition, c'est déjà en soi collectif. Toutes les équipes du musée travaillent à la conception de l'exposition. C'est déjà très compliqué en interne. Et là, en fait, on fait aussi appel à des personnes extérieures. Donc ça bouleverse un peu le fonctionnement normal d'un musée. Donc voilà, je dirais que c'est les personnes qui ont porté ces projets avaient fait vraiment face à de grandes difficultés et m'ont tous dit en fait devoir se battre un peu de A à Z toujours. Donc c'est des choses qui sont très compliquées à mettre en place, mais qui ont vocation à se développer. Et donc je dirais qu'il manque à l'heure actuelle peut-être des outils ou des méthodologies à mettre à disposition des professionnels qui aimeraient aller plus loin. Donc bonsoir à toutes et à tous. Alors pour ma part, pourquoi avoir choisi de travailler sur le sujet de la participation ? Pour moi, c'est avant tout cette question de la participation renvoie à la question de l'accès à la culture qu'offrent donc les structures culturelles, en tant qu'acteur culturel au public. Et en fait, c'est un sujet qui a toujours été au cœur de mon parcours professionnel. Évoluant dans l'enseignement, la transmission ou même aujourd'hui à la programmation éducative pour le chœur et la maîtrise à Radio France. Voilà, c'est des choses qui m'ont toujours animée. Et en fait, la question de la participation, pour moi, c'est un outil très puissant dans l'accès à la culture, en tenant compte du coup des participants impliqués. Et donc, également, ce travail de recherche, pour moi, c'est l'aboutissement d'une réflexion de ma pratique culturelle et professionnelle, on va dire. Voilà, moi l'idée c'était de pouvoir réfléchir sur ma pratique et de voir comment par mes projets élaborés de manière intuitive, comment est-ce qu'on pouvait théoriser en fait toutes nos diverses actions. Et donc, mon sujet de mémoire, en fait, je me suis intéressée à travailler sur l'organisation et le fonctionnement des projets participatifs et de voir, du coup, dans ces organisations, en quoi, en fait, les moyens et stratégies d'organisation proposées et mises en place par ces structures culturelles favorisaient, en fait, l'accès à la culture. Voilà, comment est-ce que la médiation participative permettait réellement, en fait, l'accès à la culture. Donc, pour ça, j'ai analysé 4 structures culturelles assez différentes qui travaillent dans le secteur de la participation culturelle. Donc, j'ai analysé le théâtre Gérard Philipe de Saint-Denis, qui, au cours de sa programmation annuelle, propose un spectacle conçu et monté par des amateurs, donc au même titre que les pièces de théâtre que la Comédie Française propose aussi, avec une billetterie payante. Voilà, ce n'est pas une restitution, mais un réel spectacle. Ensuite, la deuxième structure, c'était le théâtre de la Poudrerie à Sevran, qui est un théâtre spécialisé dans la création artistique participative et qui travaille à proposer du théâtre en appartement à domicile dans la ville de Sevran et la ville alentour, avec du coup permettre aux habitants de programmer, de choisir en fait le spectacle qu'ils accueilleront chez eux et participer à l'organisation, à la communication et l'accueil du public chez eux et au cours de ces spectacles. Également des ateliers d'écriture aussi, que propose ce théâtre pour la création de ces spectacles. Troisième structure, la Philharmonie de Paris, qui est quand même une des structures spécialisées dans les questions de pratiques culturelles, de projets participatifs, sur l'Île-de-France et même la France. Et donc, parmi les dispositifs que propose la Philharmonie de Paris, moi, j'ai choisi d'étudier celui du Studio 19. C'est un dispositif, en fait, pour les jeunes en décrochage scolaire, où la Philharmonie leur permet, pendant 10 mois, de venir toutes les semaines, à raison de 2 heures d'ateliers par semaine, pour des ateliers de sensibilisation, en fait, à la pratique musicale, la pratique de tout ce qui est enregistrement de sons, de création, et au bout des 10 mois, on leur propose de faire une restitution de leur création. Est-ce que j'oublie Oui, 4e et dernière structure aussi, la MC 93 de Bobigny, qui depuis 2016 a un conseil des jeunes
donc qui permet du coup à un groupe de jeunes de la Seine-Saint-Denis de 18 à 25 ans de venir tous les 15 jours à l'AMC 93, participer à venir voir des spectacles et ensuite être critique de ces spectacles et faire des actions de médiation et de communication auprès d'autres jeunes. L'idée étant pour eux d'essayer de toucher d'autres jeunes et permettre à ces jeunes de pouvoir venir sur leur spectacle. Et donc en fait, les conclusions que je pourrais en fait partager avec vous, c'est qu'en fait, donc ces 4 structures, c'est donc des éléments participatifs qui sont très différents les uns des autres, hein, donc programmation, participer en fait sur scène, etc. Et j'avais envie de voir, en fait, de savoir s'il y avait un modèle type qu'on pouvait éventuellement sortir et tirer de ces différents types de formations, de formes de participation. Et en fait, bien évidemment que non, au vu des différents paramètres dont il faut tenir compte pour monter ces projets, mais néanmoins, malgré la diversité de la participation proposée au public, il y a quand même des éléments très structurants qui se retrouvent en fait dans toutes ces structures. Par exemple, le fait d'avoir un projet artistique et culturel très fort, tourné vers l'accès à la culture et incarné par une direction. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué dans toutes ces structures. Sans cette volonté d'aller vers un public de proximité ou éloigné d'une pratique culturelle, on ne peut pas en fait réussir ce type de projet. Également, l'importance de collaborer avec les partenaires de terrain. Ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué aussi, parce que les partenaires de terrain, que ce soit les associations, les collectivités ou autres, ont une connaissance vraiment très précise des publics en fait cibles, du moins les publics que souhaitent toucher les structures. Et donc voilà, en collaborant avec ces structures, on peut du coup toucher ces publics et du coup favoriser cet accès à la culture. Et enfin, quelque chose de très important aussi que j'ai remarqué, c'est l'attention en fait à avoir au choix de l'artiste qui intervient dans ces projets. Donc l'artiste qui intervient dans des projets de participation, il faut que ce soit un artiste qui soit en fait dans une posture de se mettre en retrait par rapport au public participant pour laisser en fait la place au public de s'exprimer et de donner son avis et d'avoir cette liberté de pouvoir donner son point de vue dans la création artistique. Donc voilà ce que je peux vous dire très rapidement sur mon sujet. Bonsoir. Déjà, veuillez m'excuser pour mon léger retard. Justement, puisque c'est le thème de la journée, j'aurais voulu savoir, d'après vos différents terrains, comment les acteurs s'approprient cette question des droits culturels. Je vais me permettre de commencer parce qu'en fait, je voulais rebondir sur ce que vient de dire Madi sur la posture de l'artiste qui doit se mettre en retrait. Moi, j'ai observé la même chose dans mon étude, en fait, parce que pour cette participation que j'ai étudiée, c'est vraiment la conception d'exposition et ça fait partie vraiment du cœur du travail d'un musée avec la préservation des collections. L'exposition, c'est la principale interface entre le musée et son public et donc il y a un enjeu très important de représentation. Et c'est quelque chose qui mobilise toutes les équipes parce que donc il y a la médiation, il y a les cartels, la scénographie. Enfin, c'est vraiment un travail très polyphonique. Et la grande difficulté, c'est justement pour les professionnels de musée de se mettre en retrait et de laisser cette parole à d'autres personnes, à d'autres interlocuteurs. Et donc, je vais peut-être vous illustrer ça par une anecdote. Donc, pour l'exposition Barvalo, pour le MUSEM, le travail a été très long, comme je vous l'ai dit, ça a mis 9 ans. L'exposition a beaucoup changé entre-temps. Et sur la dernière année, donc le comité d'experts avait validé la communication autour de l'exposition, donc le titre de l'exposition, le sous-titre et les images utilisées pour l'exposition. Parce que le grand risque quand on parle de communautés aussi stigmatisées que les communautés Romani, donc je ne vais pas vous refaire tous les noms des communautés, mais ces communautés-là sont souvent soit sous-représentées, soit mal représentées. Et donc le gros risque, c'est de tomber dans des images qui restent des images, des écueils en fait, des clichés. Et donc il y avait vraiment un travail sur la communication autour de l'exposition qui était très important aussi.
Et le MUSEM a changé de président entre-temps. Et donc, ce travail qu'avaient mobilisé les experts et qu'ils avaient validé a été invalidé par la direction, parce que finalement, le nouveau président a dit en fait, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, ils ont dû tout refaire, etc. Et donc, il y a eu tout ce travail à refaire avec les équipes de la communication, qui étaient pourtant impliquées dans le projet dès le début, mais en fait, on touche à leur cœur de métier aussi. Donc là, on leur dit de se mettre en retrait, et c'est très douloureux pour les professionnels aussi. Enfin, je pense qu'il faut le reconnaître, c'est-à-dire que quand on travaille dans ces institutions-là et qu'on vient nous dire, en fait, non, tu n'auras pas ton mot à dire, il y a vraiment tout un travail d'apprentissage à faire et un travail de collaboration à faire, et qui n'est pas forcément évident dans des structures où, en fait, on a encore un pouvoir assez vertical. Donc je dirais que la question du droit culturel en soi, des communautés à se représenter et à parler d'elles-mêmes, il commence à vraiment se démocratiser. On en parle de plus en plus. En France, c'est assez compliqué aussi parce qu'on a une approche de la communauté et des minorités qui n'est pas du tout la même que dans le monde anglo-saxon. Donc on transfère un petit peu des concepts qui ont vocation à être mis en œuvre, mais on n'a pas forcément toujours les outils pour comprendre comment les faire marcher. Donc les musées que j'ai étudiés en l'occurrence sont tout à fait raccords sur le fait que quand on parle d'une communauté, il faut qu'elle soit représentée et qu'elle ait le droit de se représenter elle-même. Mais quelle est la place du professionnel là-dedans ? Du coup, là, il y a tout un travail à faire sur justement cette mise en retrait des professionnels et le fait de laisser la parole et laisser le pouvoir. Et ça, c'est vraiment très, très compliqué, je pense. Alors, si je reviens moi sur la question des droits culturels, dans les deux terrains que j'ai analysés et qui ont réussi, l'appropriation elle est vraiment complètement différente. Il y a la Bobine d'un côté à Grenoble où ils se sont vraiment formés, ils ont fait un énorme effort de formation en interne sur ces questions de droits culturels, sur la pratique de la sociocratie pour justement créer leur nouveau mode d'organisation. Donc eux, ils se sont vraiment appropriés à fond le sujet et j'ai pu assister à d'autres journées qui étaient organisées par la Fédélima, par exemple, l'association des scènes de musique actuelles sur la question des droits culturels. Et c'est un milieu où cette question-là bouge beaucoup en ce moment et réinterroge beaucoup les pratiques en ce moment. La faïencerie à Creil, eux, ils sont plus partis d'une envie qu'eux avaient de faire participer des publics sur un territoire particulier qui est Creil, avec tous les événements en plus qu'ils ont eu en juillet. Ça a été assez chaud à Creil à cette époque-là. Donc pour eux, vraiment défendre leur territoire et les habitants de leur territoire, c'est hyper important, ça leur tient vraiment à cœur. Mais ils n'ont pas du tout théorisé tout ça. Alors ils se sont fait accompagner aussi par une structure qui s'appelle le Labo des Cultures, et ils ont eu quelques formations sur les droits culturels, mais ça leur passe complètement à côté en fait. Pour eux, c'est trop théorique. C'est des gens qui sont vraiment sur le terrain et qui ont envie de faire les choses et pas forcément de les théoriser. Et puis si je parle aussi un petit peu des intervenants que j'avais invités tout à l'heure sur le focus sur faire l'humanité ensemble, ce qui m'a choqué quand je l'ai organisé, c'est qu'ils sont tous en train d'appliquer les droits culturels, mais qu'aucun n'en a conscience. Effectivement, moi je rebondis sur ce que tu dis, François. Effectivement, en fait, pour moi, les structures culturelles, quelque part, elles s'approprient ces questions de droits culturels, mais sans les nommer finalement. Moi, je sais que dans les analyses que j'ai faites, les entretiens que j'ai faits, en fait, aucune des structures ne m'a parlé des droits culturels. Et pourtant, elles l'appliquent au cœur de leur projet, dans la question de laisser la liberté à ces participants de décider finalement de comment est-ce qu'ils envisagent la création artistique en lien avec les artistes, voilà. Et aussi le fait aussi de faire en sorte que les participants, ce public qui participe en fait à ces processus de création, se sentent vraiment chez eux dans la structure culturelle, dans le sens voilà, faire place en tant que le culturel. Je pense en fait à Margot Chavaroche de la MC 93 qui m'expliquait qu'elle avait mis beaucoup de temps à faire accepter le conseil des jeunes auprès de ses équipes parce que quand on est dans une régie technique, une équipe, ben voilà, on travaille, on est dans notre quotidien professionnel et bousculer ses habitudes professionnelles pour laisser de la place à des amateurs qui viennent du coup s'intéresser à ce qu'on fait sur le plateau, etc. Ça peut parfois bousculer. Donc du coup, elle avait mis en place des process de rencontres régulières
expliquer le projet en fait aux équipes et au final, au fur et à mesure des mois, finalement, toutes les équipes en interne se sont pris au jeu et ont accepté, voilà, de faire un pas de côté dans leurs habitudes professionnelles pour permettre de faire place à ces jeunes et donc voilà, en leur laissant une loge dédiée complètement en fait à leur projet, les portes ouvertes de la structure, ils venaient quand ils voulaient, etc. Et donc quelque part c'est oui effectivement se dire qu'on est citoyen dans un environnement avec un lieu culturel qui finalement nous dit voilà, on vous ouvre nos portes, vous êtes vraiment ici chez vous et vous avez votre place pour vous exprimer et œuvrer au rayonnement de la culture de manière générale. Voilà. Alors, du coup, on va passer à la formation initiale. Et donc, moi, ma première question, c'est de savoir, du coup, dans vos mémoires respectifs, vous avez choisi d'explorer des rôles clés du secteur culturel, le rôle du producteur de cinéma pour Alexandre et celui de directeur-directrice d'institution théâtrale pour Marion. Alors, pourriez-vous nous éclairer brièvement sur les motivations qui vous ont conduit à choisir ces sujets ? Alors, comme vous l'aurez compris, là, nous, on n'est plus vraiment en lien avec la thématique de la journée des droits culturels, bien que pour avoir assisté à toute la journée, finalement, c'est assez facile de faire des liens avec cette thématique qui est très dense. Mais bon, on s'éloigne quand même un petit peu, en effet, nous, en se concentrant sur des rôles assez précis dans le secteur. Donc alors, moi, pourquoi j'ai choisi ce sujet ? En fait, au début, je voulais de toute façon choisir un sujet de mémoire en lien avec le théâtre public. Tout simplement parce que c'est le secteur que je connais le mieux, notamment en raison de mon intérêt assez fort pour l'histoire de la décentralisation dramatique en France. Donc ensuite, c'est dans un second temps que j'ai pris cet angle de l'évolution des profils à la direction de ces institutions théâtrales. Et pourquoi j'ai pris cet angle-là ? Tout simplement parce que, en fait, la figure du directeur, de la directrice de théâtre est quand même une figure centrale dans le paysage du théâtre public et qui est devenue de plus en plus centrale au fil du temps. Et comme on peut le remarquer, notamment, que ce soit quand on fait partie du secteur ou dans la presse spécialisée, il y a un peu un intérêt accru auprès des nominations. Ça s'apparente presque à un véritable mercato qui est assez drôle, justement, à analyser. Donc c'est venu de ce constat-là. Et donc, je me suis posé la question, qui sont ces personnes, justement, qui sont à la direction de ces institutions théâtrales en France ? Quel profil ont-elles ? Est-ce que ce sont des hommes, des femmes ? À quel âge elles ont pris la direction d'une institution ? Quel parcours elles avaient avant ? Est-ce qu'elles ont fait des études ? Est-ce que ce sont des artistes ? Est-ce que ce sont des profils administratifs ? Donc voilà, tout ce genre de questions et comment ces personnes sont arrivées à la tête de ces institutions. Donc pour mener ma recherche, je suis partie en fait d'une étude quantitative. J'ai construit une base de données que je voulais la plus exhaustive possible et qui consistait en fait à analyser les directions de 121 institutions théâtrales, donc qui rassemblent les 4 théâtres nationaux dédiés au théâtre, les 38 centres dramatiques nationaux, les 78 scènes nationales et le Festival d'Avignon qui, à lui seul, est très intéressant à analyser. Et en plus, d'autant plus, vu que j'ai fait mon stage là-bas, c'était assez intéressant de comprendre le Festival d'Avignon dans cette analyse-là. Donc je suis partie de cette base de données que j'ai construite et donc qui m'a donné 472 profils à étudier. Et donc voilà, je suis vraiment partie, je voulais partir d'une base neutre de cette étude quantitative pour mener ma recherche. Et donc ensuite, en fait, ma problématique consistait à se demander justement en quoi l'évolution de ces profils à la direction des institutions théâtrales reflète les mutations du théâtre public. Et bien sûr, ensuite, la conclusion à laquelle j'arrive, c'est qu'on voit en fait une influence réciproque. C'est-à-dire que l'évolution de ces profils, elle est à la fois, en effet, reflet des mutations du théâtre public, mais aussi moteur quelque part. Et voilà pour la présentation très sommaire, et j'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Moi, c'est arrivé d'une manière un peu plus incongrue, on va dire. Donc, c'était lors de la remise du prix Pierre Chevalier.
Pierre Chevalier était un producteur emblématique de Cherté, qui n'est pas très très connu ni dans le grand public ni dans le monde du cinéma. Et donc cette année, il y avait la première édition du prix Pierre Chevalier qui se tenait au Festival de Cannes. Et là-bas, en fait, le prix était décerné à un jeune réalisateur et un ou une jeune producteur, qui a été décerné donc à Anaïs Bertrand, qui était la productrice d'Insolence Productions pour qui je travaillais. Donc j'ai été convié à cette cérémonie de récompense. Et en fait, à cette cérémonie, j'ai entendu les producteurs qui faisaient partie du jury et Anaïs Bertrand parler du fait qu'il y avait quand même un manque de compréhension de ce rôle, un manque de visibilité, et que notamment le prix Pierre Chevalier était un peu une tentative de mettre un peu plus en lumière ce genre de profil. Et cette interrogation m'a surprise, que les producteurs et productrices eux-mêmes fassent ce constat, et ça faisait écho à d'autres choses, d'autres conversations que j'avais pu avoir, d'autres remarques que je m'étais faites, puisque quand on se présente en voulant être producteur ou producteur, même dans le milieu du cinéma, et on souffre parfois un peu d'un problème d'image, j'ai envie de dire presque. Les gens ne savent pas vraiment ce qu'on fait, et ou par exemple quand je parlais à des proches qui ne sont pas dans le milieu du cinéma et je leur disais que je voulais être producteur, ils pensaient que j'allais devenir riche, ce qui est assez loin de la réalité en fait, enfin, surtout dans le secteur indépendant en tout cas. Et donc ce constat qui venait à la fois de moi, mon expérience personnelle et privée, et en même temps que dans le secteur ce soit une problématique qui animait des producteurs et productrices eux-mêmes, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à explorer là-dedans. Merci. Donc du coup, on a bien compris que vos recherches portaient sur des secteurs différents, le théâtre et le cinéma, mais vous êtes parvenu à une conclusion quand même commune, c'est-à-dire c'est celle selon laquelle les producteurs de cinéma et directeurs et directrices de théâtre ont un rôle hybride, donc à la lisière du gestionnaire et de l'artiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à cette conclusion et quelles sont les implications pour vos secteurs respectifs ? D'accord. En fait, justement, ce qui était un peu intéressant, c'est que je suis parti avec cette intuition, donc c'était un rôle, et c'est pour ça que c'est un rôle qui m'intéresse, c'est que c'est un rôle qui est extrêmement difficile à définir, puisqu'il est paradoxal, il est assez contradictoire, puisque il faut, surtout en France en fait, où on a tendance à vraiment opposer tout ce qui est artistique et tout ce qui peut être pensée économique, rentabilité, et c'est d'ailleurs une des choses qui souvent provoque une levée de bouclier dans le monde du cinéma, par exemple en référence au discours de Justine Triet, qui parlait de marchandisation de la culture. Mais pourtant, les producteurs au quotidien vont, eux, naviguer dans ces eaux un peu troubles, puisque y a quand même, c'est une industrie, c'est la phrase célèbre de Malraux, c'est un art et une industrie. Et donc, dès l'origine, en fait, c'était évident que ce rôle s'inscrivait à la lisière de l'artiste et du gestionnaire. Et en l'explorant, en fait, la conclusion, c'est juste que, au fil des entretiens, il n'y a pas de manière de définir ce rôle plus clairement. En fait, c'est pas que le mémoire était inutile ou qu'il n'a pas amené quelconque conclusion, mais c'est qu'en fait l'essence de ce rôle est tellement paradoxale qu'il n'y a pas de manière finalement de pouvoir le mettre dans une case ou dans une autre, de le définir en tant que tel. On ne peut pas qualifier un producteur de manager ou un producteur d'artiste. Il n'y a aucune des deux définitions qui peut lui coller. Mais je pense que c'est intéressant de comprendre vraiment pourquoi. Et la cause principale, c'est tout simplement à cause même du fait qu'un film possède des qualités artistiques, mais aussi des caractéristiques plus qui se rapprochent d'un produit. Les Américains parlent parfois de content pour parler de ça, parce que en fait, c'est un traitement qui peut être assez subjectif. Qu'est-ce qui fait qu'un film est une œuvre d'art ? Qu'est-ce qui fait qu'un film est commercial ? Tout le monde a un peu son avis sur la question et personne n'est vraiment d'accord. Le film Les Trois Mousquetaires, par exemple, pour en avoir un peu parlé avec des professionnels du cinéma, il y en a qui... j'ai parlé au producteur du film, Dimitri Rassam de Chapter 2, qui bien sûr, lui, défend cette démarche artistique, c'est un des plus grands romans français qu'il avait porté à l'écran, donc il défend vraiment cette initiative artistique, j'ai envie de dire, mais d'autres personnes, peut-être, pourront dire que c'est un film où c'était très calculé parce qu'il y a un gros casting, il y avait un budget tellement important mis en jeu que c'était important qu'il y ait une rentabilité financière, et c'est vrai, mais ça n'empêche pas que j'ai aussi voulu un peu exprimer cette frustration par rapport au fait qu'en France, on est obligé toujours de défendre cette contradiction, alors que pour moi, il n'y en a pas forcément à faire. Donc,
Pour ma part, dans le secteur du théâtre public, ce rôle hybride, justement, à la lisière de l'artiste et du gestionnaire, je dirais qu'elle est arrivée peut-être plus tardivement. En fait, si on veut un petit peu simplifier les choses, j'ai commencé donc mon étude depuis 1945, qui correspond en gros au début de la décentralisation dramatique. Donc, si on veut simplifier les choses, on peut mettre en avant 3 grandes tendances de profil de directeurs et directrices de théâtre. Donc, en gros, de 1945 aux années 60, on a une petite dizaine de théâtres avec la création des premiers centres dramatiques nationaux notamment. Là, les premiers directeurs sont uniquement des directeurs, ça je pense que je vous apprends rien, ce ne sont que des hommes, et qui en fait sont caractérisés surtout par leur engagement en faveur du théâtre populaire. C'était plutôt des profils militants qui ne se distinguaient pas forcément par un bagage académique qui ensuite viendra de manière plus tardive. À part pour la Comédie Française, c'est justement ce qui est assez intéressant. Et pour la Comédie Française, la nomination se faisait justement déjà par les pouvoirs publics, ce qui n'était pas le cas pour les centres dramatiques nationaux, où ce sont vraiment des troupes de théâtre qui en fait sont venues en région et qui ensuite ont eu les labels centres dramatiques nationaux, mais il n'y a pas eu de nomination, contrairement par exemple à la Comédie Française. Donc c'était aussi assez intéressant de comparer selon si c'est un théâtre national, un centre dramatique, et ensuite là, les maisons de la culture et ensuite scène nationale n'existent pas encore à cette période dont je vous parle, 1945-1960, mais de comparer les profils. Donc voilà, globalement, des hommes engagés en faveur du théâtre populaire, des artistes, mais qui ne sont pas forcément reconnus pour leur qualité artistique, mais aussi pour leur polyvalence finalement. Il y a vraiment cette volonté d'avoir une proximité avec le public et vraiment de théâtre du peuple. Ensuite, à partir des années 1960 jusqu'aux années 1990, là, on peut considérer que c'est vraiment l'âge d'or du directeur-créateur. Ça va être vraiment les metteurs en scène qui vont être à des postes de direction principalement. Et ce qui est intéressant avec cette période, c'est qu'on est à la période de la création du ministère des Affaires culturelles par André Malraux. Et donc c'est à cette période-là qu'on va vraiment distinguer la culture et l'éducation. Et là où on s'appuyait vraiment sur des réseaux d'éducation populaire, on va peu à peu s'en écarter et mettre en avant la création artistique. Et donc à cette période-là, il va y avoir un peu un dilemme finalement qui va se poser avec la création des maisons de la culture, de savoir qui va diriger ces lieux. Et donc c'est à ce moment-là qu'on va distinguer les lieux de création, les centres dramatiques nationaux, et les lieux de diffusion, les maisons de la culture qui deviendront en 1991 les scènes nationales. Donc à partir à cette période-là, comme je disais, ça va être plutôt le directeur metteur en scène. Et à partir des années 1990, avec la multiplication des enjeux et la stabilisation du réseau du théâtre public, là, c'est vraiment à partir de ce moment-là qu'on va trouver des profils plus hybrides. Enfin, en tout cas, moi, c'est la conclusion que j'en ai tirée de mon étude quantitative, où là, vraiment, on va avoir des profils quand même assez variés. Bon, bien sûr, il y a toujours cette règle que les lieux de création sont dirigés, les centres dramatiques nationaux, par des artistes. C'est du chant théâtral, c'est une obligation. Et les scènes nationales des profils plus variés. Et donc c'est vraiment à ce moment-là, dans un contexte de rationalisation aussi de l'action publique et de montée en puissance des formations professionnelles, notamment dans l'administration culturelle, que va y avoir cette attente d'un rôle de directeur, directrice de théâtre à la lisière de l'artiste et du gestionnaire, puisque à la fois du côté des artistes, il va y avoir de plus en plus d'attentes finalement qui à exercer un rôle multiple, qui ne se restreignent pas uniquement à la création artistique, mais aussi à savoir gérer toute une institution. Et du côté des profils plus gestionnaires, vu que par exemple pour les scènes nationales, ce sont quand même eux qui assurent une programmation, on demande aussi une expertise artistique qui est nécessaire. Donc on ne va pas mettre de purs gestionnaires à la tête d'institutions théâtrales, tout comme les artistes, même si on ne le dit pas clairement, on le voit au fur et à mesure des profils qui sont aussi de plus en plus diplômés. Et il y a des artistes qui passent par Sciences Po, ENS, il y a vraiment cette montée en puissance aussi du bagage académique qui se fait ressentir, et aussi montée en puissance du poids des réseaux.
du réseau qui devient de plus conséquent, avec notamment, j'ai analysé toute l'importance du rôle du Festival d'Avignon, qui va vraiment être un lieu de consécration pour les artistes, un véritable tremplin vers la direction justement d'institutions théâtrales. Donc voilà, c'est vraiment, je dirais, à partir des années 1990, dans tout ce contexte de rationalisation de l'action publique, qu'on va trouver des profils plus hybrides à cette croisée-là. Il y a d'ailleurs plusieurs artistes qui suivent la formation continue dans le master de management des organisations culturelles à Dauphine. Et à l'aune de toutes ces analyses et des comparaisons que vous avez pu établir, comment est-ce que vous pensez que ces rôles clés vont évoluer à l'avenir et évoluer dans leur secteur respectif ? Alors, dans mon mémoire, j'ai fait abordé une dimension plus prospective, justement pour se demander quels pourraient être les futurs profils, comment tout cela va évoluer. Alors, en fait, on observe plein de contradictions, parce que d'une part, on est en recherche, et on a pu beaucoup en parler aujourd'hui, de profils plus représentatifs, beaucoup plus variés. On le voit notamment en effet avec l'enjeu de la parité qui a mis du temps à être pris en compte dans le secteur théâtral, mais là on est à peu près, moi, des 121 institutions théâtrales que j'ai étudiées, on est à 40% de femmes directrices. Donc voilà, il y a de nouveaux enjeux en termes de représentativité, aussi générationnelle, mais d'un autre côté, comme je disais, il y a de plus en plus l'importance de poids du réseau et vraiment l'affirmation de trajectoires type. Donc pour les artistes, on va vraiment retrouver la logique de on dirige une compagnie, on devient artiste associé, ou alors on fait le Festival d'Avignon, puis ensuite on accède à un centre dramatique national. Pour les profils de plus gestionnaires, entre guillemets, ça va être, on va être inséré dans le réseau très tôt. Ensuite, on aura un poste de secrétaire général ou administrateur, directeur adjoint, et ensuite on peut prétendre à une direction, ou alors d'abord on dirige une scène conventionnée, et ensuite on accède à une direction de scène nationale. Il y a vraiment, j'ai vraiment pu observer des trajectoires types assez, très très présentes qui peuvent poser des questions justement sur la volonté d'avoir des profils plus représentatifs, quand en réalité on est quand même enfermé dans un réseau assez important. Et aussi, d'autre part, une question que je me suis posée et qu'on avait pu aborder lors de rencontres au Festival d'Avignon, c'est la question de la crise des vocations, peu importe les profils. Beaucoup d'artistes ne se reconnaissent pas dans justement les centres dramatiques nationaux, où finalement on a l'impression que c'est un seul artiste autour de plein de personnes qu'on peut considérer qui n'ont rien à voir avec l'art, qui ne se sentent, il y a des artistes qui ont dit qu'ils ne se sentaient pas forcément à leur place dans ce genre d'institution, et d'autre part, des gestionnaires, des nouvelles générations qui ont un autre rapport aux artistes, un autre rapport au pouvoir, qui ont un autre rapport au fameux métier passion, et qui là aussi ne se reconnaissent pas forcément dans ces postes-là, tout simplement. Donc ça amène pas mal d'interrogations sur le renouvellement des profils. Après, le renouvellement des profils, bien sûr, est dépendant des pouvoirs publics. Moi, les institutions théâtrales dont je vous parle, les directeurs et directrices sont nominés par les pouvoirs publics selon le type d'établissement. Les collectivités territoriales peuvent avoir un poids plus ou moins important, ou parfois c'est plutôt l'État. Mais bref, donc ça dépend aussi vraiment de ça. Ensuite, sur un aspect plus peut-être général sur l'avenir du secteur, forcément aussi, ça pose des questions, et qu'on s'est posé tout au long de la journée. On est quand même dans un microcosme, des fois on a un peu ce sentiment d'être dans un microcosme un peu hors du monde dans le théâtre public, et là aussi ça pose des questions vers quel avenir se dirige le théâtre public. Il y avait justement des débats sur est-ce qu'on se dirige vers un modèle public-privé, est-ce que tout simplement on n'avait pas aussi mis des ambitions trop
trop importante à l'origine dans le théâtre public dès la décentralisation théâtrale. Enfin, ça, ce sont plein de questionnements très intéressants à relever. Et après, moi, voilà, je voudrais préciser que, bien sûr, j'ai analysé vraiment la partie la plus institutionnalisée du théâtre. Ça pourrait être aussi très intéressant d'apporter des prolongements en étudiant l'analyse de profils de directeurs et directrices moins intégrés au réseau institutionnel, que ce soit, moi, je n'ai pas pris en compte, par exemple, les scènes conventionnées, ça peut être aussi des théâtres municipaux. Ça pourrait être aussi intéressant de poursuivre l'analyse avec les directeurs et directrices de théâtre privés ou directeurs et directrices de théâtre d'autres pays. Mais voilà, c'est vraiment une petite portion du secteur théâtral. Et moi, pour ma part, c'est une réponse peut-être moins positive. Je trouve que le rôle du producteur, mais comme le secteur du cinéma plus en général, est un peu dans une sorte d'impasse. Parce qu'on a à la fois un système ultra vertueux de soutien grâce au CNC qui permet à la France de rafler, de produire des films exceptionnels, d'avoir vraiment tellement d'artistes de très 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 haut niveau qu'on peut aussi parler des récompenses lors des festivals internationaux, sur l'Adamante à Berlin, la Palme d'Or pour Anatomie d'une chute, Saint-Omer, L'Enlèvement. Enfin, il y a vraiment une qualité des films produits en France qui vraiment fait un peu, qui se démarque des autres pays, même en Europe. 40% des entrées sont pour des films français, ce qui est la meilleure statistique en Europe aussi. Donc ce système a clairement fait ses preuves, a été très bien pensé, mais de l'autre côté, on se retrouve avec plus de 200 films français agréés par le CNC par an. Ça fait 4 films par semaine. Il y a une immense partie des films qui font même pas 20 000 entrées, 100 000 entrées. En fait, les gens, c'est même plus qu'il y a trop de films. Les gens n'ont même pas le temps de voir. Il y a des films qui restent à l'affiche 1 ou 2 semaines. Et en fait, il y a énormément de films qui sont produits que personne ne voit. Cette possibilité en fait de faire des films grâce au soutien public de région, elle fait qu'il y a aussi un éclatement un petit peu de l'activité de production. Il y a un nombre de sociétés de production en France qui est presque de 1 par film. Ce qui précarise un petit peu en fait le secteur indépendant, parce qu'il y a plein de sociétés qui vont faire 1 film par an, même pas. Tout le monde va être payé au minimum, même les producteurs, les productrices seront même pas si bien rémunérés. Il y a cette précarité où tout du coup va un peu bloquer les portes d'accès à tous les profils qui n'ont pas une aide financière, soit de leurs parents ou qui n'habitent pas à Paris, tout simplement parce que pour travailler dans le cinéma, tout se passe à Paris. Et en fait, le problème aussi, c'est que la plupart des producteurs séparent vraiment le cinéma de tout ce qui peut être audiovisuel. Donc il y a peut-être quelque chose à penser de ce côté-là, où on voit les talents de cinéma comme par exemple David Fincher, qui avait signé un contrat d'exclusivité avec Netflix sur plusieurs années pour faire des films uniquement pour eux. Julia Ducournau a réalisé des épisodes de séries pour Netflix. Tous les comédiens, comédiennes, Mélanie Laurent aussi récemment, même les techniciens. Il faudrait peut-être que les producteurs apprennent ce nouveau métier qui est la production audiovisuelle pour un petit peu peut-être trouver une diversification économique dans leurs activités, parce qu'à l'heure actuelle, même écologiquement, c'est pas tenable de faire autant de films. Un film, c'est à peu près 52 allers-retours Paris-New York. C'est juste impossible d'envisager que dans 40 ans, on fera autant de films, qu'aujourd'hui, il y a une question... et c'est très facile à dire ça de ma position, évidemment, et j'aimerais trouver la solution. Mais pour moi, l'évolution de ce poste, elle va être vers une réflexion, une remise en question assez profonde. Il y a aussi le fait que le producteur n'apporte plus l'argent de lui-même, comme ça a pu être le cas à l'époque. Ce qui faisait du coup qu'il y avait une grande instabilité, des producteurs qui faisaient des dépôts de bilan tout le temps, parce que en fait, c'était leur argent, c'était des capitaux privés qu'ils investissaient. C'était pas forcément une bonne chose. Maintenant, ça s'est beaucoup stabilisé. Heureusement, on peut faire un film, se tromper et en refaire un derrière. Mais en même temps, c'est peut-être aussi ça qui va empêcher par exemple, si un artiste avec qui on a déjà travaillé nous propose un nouveau film, ça va être difficile de lui dire non, parce qu'à la fois les producteurs doivent produire des films pour se payer les frais de société, les frais généraux, et à la fois l'artiste peut se dire je vais prendre un autre producteur, parce que de toute façon je pourrais obtenir peut-être les fonds et la manière de réaliser mon film autrement. Alors c'est plus compliqué que ça, parce que les réalisateurs et producteurs ont une relation très forte qui est aussi artistique. On ne va pas se barrer juste pour une question financière, mais
Mais j'ai pu entendre des cas de films qui sont produits parce que le producteur va s'assurer la fidélité de l'artiste. Et au final, pour moi, la démarche est un peu biaisée dès le début, en fait, dans ce cas-là. Et on arrive donc au constat dont je parlais juste avant. Vous m'entendez? Oui. Si vous voulez qu'on ait le temps de poser une question, faut qu'on s'arrête maintenant. Donc, est-ce que quelqu'un a une question? On n'aura pas plus de temps, malheureusement, pour... Oui, il y a un pot. Vous pourrez parler aux étudiants autant que vous le souhaitez pendant le pot. Mais si... Enfin, voilà, n'hésitez pas. Pardon, bonsoir. Je me fais juste l'écho de vous parce que vous avez parlé du Conseil des jeunes MC 93. Est-ce que c'est comme ce qui est mis en place à Chaillot? C'est parce qu'il y a eu une intervention cet après-midi aussi de Conseil des jeunes. C'est dans la même réflexion? Qu'à Chaillot, vous dites? Oui. Alors, moi, pour le coup, j'ai pas du tout étudié en fait ce qui se faisait à Chaillot. Enfin, j'ai volontairement pas pris de. Oui, c'est raison. Voilà, mais c'est la même réflexion. C'est la même réflexion en termes de la programmation, mais sauf que j'avais l'impression, en termes de la participation, que c'était peut-être pas les mêmes reflets que MC 93. Parce que ce que la personne a évoqué cet après-midi, c'était elle prenait son panel des jeunes parmi le public. Des jeunes donc, dans cette tranche d'âge à Chaillot, mais d'autres théâtres également. Elle est sur d'autres forums où il y a d'autres personnes de cette même tranche d'âge pour ensuite échanger. Et au niveau de la programmation, peut-être pas autant de liberté qu'à MC 93, donc peut-être je voulais que... Oui, en fait, le parti pris de la MC 93, c'est de vraiment s'adresser à tous les jeunes de la Seine-Saint-Denis, donc pas que les habitants de Bobigny, vraiment toute la Seine-Saint-Denis, donc avec cette tranche d'âge-là. Et c'est vrai que, bon, prioritairement, ce sont plutôt les jeunes de la ville qui viennent parce que pour des questions de mobilité, de proximité, étant donné que les pièces de théâtre souvent sont jouées le vendredi soir, du moins c'est ce jour-là où les jeunes se retrouvent en soirée. Et alors après, le Conseil des jeunes n'intervient pas dans le choix de la programmation. Voilà, je n'ai peut-être pas été très claire là-dessus. En fait, il est là pour témoigner de ce que propose la MC 93 auprès du public jeune. L'enjeu pour la MC 93, c'était en fait de faire venir en fait les jeunes, voilà, dans ce lieu culturel. Et donc, par le biais du conseiller des jeunes, enfin, en fait, en gros, l'idée, c'est qu'ils proposent des projets en fait à la MC 93. Ils font des podcasts, ils font des sortes de petites capsules vidéo autour des pièces que programme la MC 93. Pour communiquer sur les réseaux sociaux, etc., et faire en sorte qu'il y ait d'autres jeunes qui viennent... oui, ils sont eux-mêmes les relais... Des relais, des ambassadeurs, finalement, de l'offre culturelle. Oui, et c'est vrai que c'est une petite chose que je n'ai pas pu vous dire tout à l'heure, mais effectivement, le public qui participe donc à des projets en fait, participatifs, du coup, finalement, le fait de participer lui-même devient ambassadeur et relais, finalement, de l'offre culturelle. Et ça permet, du coup, finalement, à d'autres publics de venir d'une autre façon dans ces lieux culturels. Et c'est vraiment ce rôle-là qu'ont ces jeunes. Et d'ailleurs, certains, en fait, ont intégré, en fait, les équipes de médiation, en fait, de la MC 93 ou les équipes de com'. Voilà, donc dans un souci aussi de former les jeunes aux métiers liés à la culture. Voilà, en tout cas, ça c'est quelque chose de très très fort qui est ressorti dans les échanges que j'ai eus avec Margot Chavaroche, initiatrice de ce projet. C'est un très beau passage, je trouve. Merci. Ouais. Juste un petit complément, parce qu'on n'a pas défini ce que c'était la participation, mais je pense que vous en avez entendu parler dans l'après-midi. Il y a un outil qui est vraiment essentiel quand on parle de participation pour comprendre de quoi on parle. Ça s'appelle l'échelle d'Einstein. Et je vous invite vraiment à aller voir ce que c'est, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de participation à tort et à travers. Ce que Madi, Emmanuel et moi avons étudié, c'est des dispositifs qui sont déjà très poussés en termes de participation. Parce qu'on peut aussi se dire qu'un concert participatif où on invite du public à apprendre une chanson et puis à la chanter
C'est du participatif. Voilà. Elle essaie jusqu'à 8, il y a une numérotation, c'est oui, ça? Il y a 9 échelons en tout. Parce que même le niveau de l'information est juste écouté, c'est pas... Oui, alors les deux premiers échelons sont justement de la fausse participation. Et on entend, oui. Voilà, oui. Et deuxième chose, si vous vous intéressez particulièrement à tout ce qui est commission de jeunes, je vous invite à aller regarder le site du Labo des Cultures parce qu'il recense justement beaucoup d'initiatives de commissions jeunes dans plein de structures en France. Et ils essayent d'animer un réseau autour de ça. Et la faïencerie à Creil en fait partie. Merci. Pour en revenir à la MC 93, ça a essaimé en fait. Il y a beaucoup de théâtres et de structures culturelles qui ont fait appel à la MC 93 pour eux-mêmes construire en fait un conseil des jeunes. Alors après, avec la question de la gouvernance aussi, associée à cela et en fonction des directions des structures culturelles. Voilà. Merci. Je voulais juste compléter parce que j'ai pu participer lors de la mission Vivre Ensemble de restitution de podcasts à l'espace Carnavalet, au musée Carnavalet. Il y a eu des podcasts, c'était genré puisque en fait l'exposition l'année dernière était justement sur l'émancipation des femmes. Vous êtes sûrement au courant. Et en fait, ce qui était très intéressant en amont de cette exposition. Il y a eu un travail qui a été fait, je crois que le labo, mais je ne suis pas sûre que c'est le même, avec des jeunes d'école de la deuxième chance. Et en fait, ils ont pu participer à des podcasts qui sont actuellement accessibles. Ils avaient accès donc à des photos, à des choses comme ça. Et ils ont pu communiquer sur leurs ressentis. Et il y a eu des jeunes de 15-16 ans qui, je trouve, qui ont fait part en fait des enjeux actuels au niveau du genre et qui disaient qu'actuellement ils étaient dans une école de mécanique, je ne sais plus quoi, et ils ne trouvent pas ça normal qu'il n'y ait pas des vestiaires, qu'il y avait des femmes qui aussi s'y intéressaient et qu'il n'y avait pas des femmes pour les femmes et bon, voilà, il n'y avait pas de réflexion à ce niveau-là. Donc je suis peut-être un peu plus basique, mais plus généralement, je trouve que ça alimente également ce débat. Oui, ouais, je pense qu'on peut aller en salle 2, vous pouvez discuter avec toutes les personnes. Merci d'être resté. Merci à vous. En tout cas, merci beaucoup.